Bonjour tout le monde. Merci Karim pour le privilège que tu me fais d'être là et de présenter Dianalyse Signal. C'est notre deuxième édition. L'année dernière, c'était en distanciel. Donc moi, je suis Darcy Bongoutchoumou, fondateur et dirigeant de Dianalyse Signal, qui est une société d'ingénierie et d'études techniques en surveillance des machines industrielles. Donc j'ai un profil plutôt technique, un master en conception mécanique et une thèse en traitement du signal qui me donne cette verticalité métier qui est la surveillance des machines industrielles. Karim, je l'ai rencontré en 2018 lors du salon Smart Industry où pour la première fois, mon équipe et moi présentions notre solution qu'on a baptisée Leslie, qui est une intelligence artificielle capable de surveiller des machines automatisées sans rajouter des capteurs supplémentaires. On va simplement exploiter des données déjà existantes dans l'automate ou la commande numérique et en edge computing, c'est-à-dire au pied de la machine, pouvoir anticiper des défaillances. Donc Karim m'avait donné 3 minutes pour le convaincre, on ne se connaissait pas, et je démontrais sur un banc de test donc une machine tournante où on avait un disque sur lequel on simulait un balourd, comment à 25 tours par minute, en exploitant que le courant et la vitesse disponibles dans l'automate, on arrivait à mettre en évidence cette défaillance imperceptible par des capteurs de vibration. Donc j'ai convaincu Karim, j'ai eu l'occasion aussi de convaincre Siemens, parce qu'on avait fait la démonstration sur leur équipement. Et aujourd'hui, on travaille avec Bosch, on travaille avec Siemens. On a remporté en 2019 le prix ArcelorMittal des salariés. L'an dernier, on a remporté le prix organisé par Siemens, Atos et le CEA sur une application sur de la machine outil. La machine outil, c'est l'une des machines les plus complexes qu'on peut trouver sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on a des composants à haute vitesse, tels que la broche, qui va usiner, ça peut aller jusqu'à 20 000 tours par minute. Mais on a aussi des moteurs d'axe qui vont plutôt décrire des translations à régime variable et à basse vitesse. On a des variateurs qui peuvent générer des perturbations électromagnétiques. Donc, une machine très complexe sur laquelle on est capable d'exploiter le courant, la puissance, la vitesse, les positions des axes et l'ensemble de manière synchrone et mettre en évidence les défaillances de chaque organe. Et ça nous a valu justement le prix de Siemens, Atos et le CEA. Raison pour laquelle j'ai donc choisi de présenter Leslie sur une application machine-outil. Elle va s'appliquer à toutes les machines qui décrivent un cycle, que ce soit des presses, des convoyeurs, des moteurs classiques, mais derrière, la plus grande valeur, en tout cas qu'on apporte aujourd'hui sur le marché, c'est dans un contexte de machine-outil. Donc nous avons développé toute une approche, d'abord par rapport à notre verticalité métier qui est la conception mécanique et le traitement du signal, mais aussi finalement de manière empirique, au vu de toute l'expérience qu'on a pu accumuler depuis 2015, date de notre création. Donc Leslie, aujourd'hui, se veut d'établir une norme pour toutes les intelligences artificielles performantes afin de pouvoir derrière amener une vraie vulgarité de ce genre de solutions et surtout un accès à l'homme du métier parce que je pense qu'on l'a bien répété depuis le début, l'homme est au centre de tout. Et aussi des solutions, pas de diagnostic, mais d'aide au diagnostic pour reprendre ce que Karim a dit en introduction. Du point de vue business, forcément, c'est des solutions qui sont là pour créer de la valeur. Cette valeur, on va pouvoir la trouver déjà sur les composants d'usure, des équipements, plutôt de l'OPEX, mais aussi sur des gros investissements afin de pouvoir faire durer le matériel ou la machine le plus longtemps possible pour finalement pouvoir être rentable sur des notions d'investissement, de retour sur investissement. Et nous, chez Dianalyse, on a identifié 3 axes. Je pense que tous les acteurs ont identifié comme nous. Premièrement, faire durer l'équipement et pouvoir faire durer aussi les composants d'usure, où là, on a une promesse à peu près de 15% d'économie. Et le gros point où on attend toutes ces solutions,
c'est sur les arrêts accidentels. Finalement, transformer un arrêt non planifié en un arrêt accidentel, plutôt, en arrêt planifié, où là, on prévoit des gains à peu près à 20% de suppression des arrêts. Et le dernier point, sur lequel ce n'est pas souvent évident de créer de la valeur, c'est sur les rebuts de production, les pertes de production ou de non-qualité, où là, on va être à 10%. Mais néanmoins, c'est là où, finalement, il y a de plus de gains à apporter. Parce que remplacer un roulement de 5 €, souvent, ce n'est pas très compliqué. Par contre, immobiliser la machine une semaine pour remplacer ce roulement-là, ben là, on a des pertes de production assez importantes. Et quand le roulement est défaillant, ben derrière, la production est mauvaise et donc on jette des pièces ou des composants de production à la poubelle. Et c'est finalement là où Leslie ne va pas être qu'une solution de maintenance prévisionnelle, mais aussi une solution de suivi de performance et de qualification du process de l'équipement. Dans nos présentations classiques, il y a une vidéo de présentation de Leslie, après de la supervision, qu'on appelle le Cyclosoft, qui va permettre de visualiser en temps réel ce qui se passe sur les équipements. Comme on l'a présenté l'an dernier, je me suis dit que c'était un peu redondant de mettre cette vidéo-là, mais vous pourrez la trouver facilement sur notre chaîne YouTube. Pour rentrer dans le vif du sujet, Leslie est une solution Edge Computing, c'est-à-dire elle va tourner au pied de la machine dans un PC industriel que nous fournissons. Elle est faite d'abord d'algorithmes de traitement du signal qui vont sortir ce qu'on appelle des descripteurs. Je pense qu'on a bien compris en introduction c'était quoi. En fait, c'est des indicateurs issus du métier, de l'analyse du signal. Ça peut être des indicateurs d'analyse vibratoire, d'analyse du courant. En tout cas, ce sont des indicateurs qu'on utilise déjà pour pouvoir faire un diagnostic des équipements en termes de vibration ou en termes de courant. Après, on a un procédé d'intelligence artificielle que nous avons mis en place en interne qui va venir se superposer à ces descripteurs et faire une interprétation autonome de ces descripteurs, mais en les regardant de manière multidimension. Et ça, on le fait à haute fréquence, entre 20 milli et 50 millisecondes, sur les données qu'on va collecter en temps réel sur l'équipement. Comment se fait la connexion? Par un câble Ethernet. Donc, on va venir se plugger à la machine et aspirer les données qui se trouvent dans des tables d'échange. Les automaticiens savent très bien de quoi il s'agit. Quand une machine produit, on a son IHM qui dit précisément le courant consommé et la vitesse des différents composants. Mais c'est cette information qui est déjà là, qu'on utilise pour piloter et contrôler la machine, que nous, on va aspirer entre 20 et 50 millisecondes. Et cette connexion et cette collecte de données se fait via des protocoles standards de communication industriels. Vous avez dû entendre parler de l'OPCUA, du Modbus TCP, qui sont en fait des protocoles connus du marché, que nous avons intégrés dans la Leslie Box, de telle manière que finalement ce soit réellement un produit plug and play avec une mise en œuvre assez rapide. Et c'est ce qui fait un peu notre particularité dans sa mise en œuvre qui peut prendre 1 à 2 journées pour mettre Leslie en route. Aujourd'hui, les protocoles que j'ai cités précédemment, l'OPCUA, le Modbus TCP, le MT Connect et d'autres, font partie intégrante des solutions de connectivité de quasi l'ensemble des commandes numériques et automates. Donc nous, aujourd'hui, on sait se connecter de manière triviale aux principales commandes numériques et automates du marché, avec une préférence pour Siemens, car nous sommes totalement intégrés à leur écosystème. Et au niveau national, nous sommes en partenariat avec eux sur ces sujets d'innovation sur des intelligences artificielles. Une architecture simple. La Leslie Box va opérer dans le réseau machine. Donc pour Leslie, une machine, c'est une commande numérique. Une commande numérique, c'est une adresse IP. Donc on va dimensionner
le PC industriel pour pouvoir surveiller toutes les machines qui se trouvent dans le même réseau. On va pouvoir restituer l'information sur notre IHM natif, qui est en fait une application web, mais aussi enrichir l'IHM de la machine ou d'autres solutions de gestion, telles qu'une GMAO, pour pouvoir, par exemple, lier la détection de la défaillance à l'ordre d'intervention, ou à un MES pour pouvoir lier la détection de défaillance à l'ordre de fabrication. Donc c'est une solution totalement ouverte sur les solutions logicielles de l'entreprise. Après, Internet est indispensable pour faire des mises à jour ou pour faire une hotline à des distances. Mais cette solution se veut vraiment locale parce que sa grosse contrainte et son avantage finalement sur les résultats, c'est qu'on va traiter la donnée à haute fréquence au pied de la machine. Et c'est justement le fait que ce soit une solution qui puisse fonctionner dans un environnement isolé qu'on a par exemple des gens comme Naval Group en référence. Qu'est-ce qu'on va être capable de surveiller sur une machine outil ? En collectant les données déjà disponibles, c'est-à-dire la puissance, le courant, la vitesse, la position des axes, on va être capable déjà de caractériser la broche, qui est l'organe principal d'usinage, mais aussi les moteurs d'axe. Et ce sur quoi on pourra aussi finalement établir une surveillance, c'est sur le process d'usinage, finalement la liaison entre l'outil et la matière. On va le voir tout à l'heure dans le prochain slide. Et donc, on va donc regrouper les familles de surveillance sur un axe premièrement mécanique, c'est-à-dire on va surveiller la mécanique de la machine, mais aussi tout ce qui va être lié au process. Sur le process, ce sera par exemple l'usure de l'outil, la casse de l'outil et la qualité de production. Et sur la mécanique, ce sera la qualité de la broche et des moteurs d'axe. Comment se passe la surveillance ? Leslie est pilotée par la commande numérique. Donc, elle sait précisément dans quel programme d'usinage on se trouve, quel est l'outil qui est utilisé et quelle est la matière qui est usinée. Ça fait partie des données disponibles dans les tables d'échange qu'on va collecter à haute fréquence. Et donc, on va être capable de mettre en place une collecte intelligente de telle manière à identifier l'entrée de l'outil dans la matière et sa sortie. Et ça définit finalement ce que nous, on appelle un cycle d'usinage. Dans ce cycle d'usinage, il va avoir différents comportements au point de vue de la data. Donc, on va venir scruter à la milliseconde ce qui se passe sur le courant, ce qui se passe sur la puissance, ce qui se passe sur la vitesse, et de manière groupée, mais dans ce cycle. Et on va être capable, en partant d'un état de référence connu, on va le voir tout à l'heure, de pouvoir identifier en temps réel quel est l'organe défaillant et finalement quelle est la donnée qui porte l'information de cette défaillance, pour permettre aux techniciens de maintenance de faire une qualification de la panne, donc un apprentissage, et de pouvoir anticiper justement cette défaillance. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en observant ces données unilatéralement, a priori, suivant une approche classique de seuil, c'est un peu compliqué de mettre en évidence cette défaillance, surtout quand on a une machine qui a une centaine de programmes d'usinage. Mais Leslie va être capable, en temps réel, d'identifier dans quel programme d'usinage se trouve la défaillance et de mettre en évidence ce qu'on ne perçoit pas. Et c'est parce qu'on les a fusionnés, tous ces paramètres, qu'on va être capable de mettre en évidence des phénomènes imperceptibles. Et c'est de cette manière, finalement, que Leslie va être capable de surveiller en temps réel un usinage aussi complexe qu'il puisse être, simplement parce que c'est l'automate ou la commande numérique qui la pilote. Je vais préciser quelle est la différence, finalement, entre l'approche de Leslie
et une approche d'une intelligence telle que, je dirais, Siri, de Apple, ou Alexa, je pense, de Google, et d'autres solutions d'intelligence artificielle qu'on peut aussi trouver, par exemple, dans les voitures autonomes. Ce matin, on a vu des approches d'intelligence artificielle qui, elles, sont plus basées sur un principe de supervision. Donc, en fait, c'est des intelligences artificielles supervisées. Ça implique que l'homme ou le data scientist ait un ensemble de données connues, des défaillances et des bons états de fonctionnement pour pouvoir finalement enrichir l'intelligence artificielle afin qu'elle puisse reconnaître ses caractéristiques. C'est notamment l'exemple que IBM a précisé sur la reconnaissance des tâches défaillantes sur un mur propre, sur un pont. Cette approche nécessite d'avoir des données exhaustives, collectées dans de bonnes conditions et sur une durée relativement longue. Dans le cas des machines industrielles, de notre expérience, c'est assez compliqué d'avoir des données aussi propres, surtout quand on a de la variabilité sur de la matière, de la variabilité sur l'outil, de la variabilité sur l'opérateur, de la variabilité sur l'alimentation. Donc, c'est tellement complexe que avoir des données qui représentent tous les modes de défaillance, aujourd'hui, depuis 2015, on n'en a pas eu dans l'industrie. Et quand on arrive à le faire, finalement, l'intelligence artificielle va décrire ce que l'humain a su détecter. Donc, en d'autres termes, quand un technicien dit « ça c'est la panne A, ça c'est la panne B, ça c'est la panne C », c'est que lui, avec ses outils actuels et son entendement, son expérience, il peut le faire. Par contre, l'intelligence artificielle va le faire pour lui. Et de ce postulat, en fait, nous, on pense qu'on n'est plus dans l'anticipation de défaillance, on va plus être dans une maintenance conditionnelle. Parce que si le technicien peut le détecter, là, en l'occurrence, on n'anticipe plus forcément. Raison pour laquelle notre approche est plutôt différente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va qualifier l'état de référence de la machine. En d'autres termes, le kilomètre zéro. On va faire tourner le système pendant un certain temps et on va convenir avec l'homme du terrain que la production est de bonne qualité, voilà, les pièces sont bonnes, les indicateurs conventionnels courants suivent bien, j'ai envie de dire, l'asservissement. Ce qu'on mesure, c'est vraiment la consigne qu'on a faite et que conventionnellement, la machine en l'état est réputée saine. Donc, sur quelques heures, on va qualifier la donnée saine et parce que Leslie connaît précisément quelle est sa référence à l'instant T, elle va être capable de mettre en évidence ce qu'on ne perçoit pas. Et donc là, l'homme du métier n'a plus la main sur la détection, et même pas nous, mais c'est Leslie qui va simplement dire que je m'éloigne assez loin de mon état de référence, le nombre d'échantillons que j'observe est assez important et l'espace est assez concentrique. Donc il y a véritablement un nouveau caractère qui est en train de s'installer sur cette machine, sur cet équipement et sur ce mode de fonctionnement. Le technicien, quand il reçoit cette alarme par mail, va faire sa ronde et identifie sur la machine de quoi il s'agit. Donc on va dire que c'est la première intervention suite à l'alerte. Il va sur l'interface de Leslie lui dire ce que c'est, puisque c'est la première fois. Et la prochaine fois que Leslie détecte la même défaillance, elle saura dire ce que c'est. Donc on va partir sur un apprentissage rapide qui est l'état de référence et progressivement, finalement, on va capitaliser la connaissance pour rendre Leslie de plus en plus intelligente dans le temps. Et ça permet notamment d'avoir un retour sur investissement assez rapide parce que finalement le temps et les moyens mis en œuvre pour établir l'état de référence, c'est pas si compliqué et ne coûte pas plus. Donc voici un peu la différence entre Leslie et son approche non supervisée, parce que
Tout ce qu'on va demander à l'homme du métier, c'est l'état de référence et les approches supervisées qui nécessitent une intervention humaine pour pouvoir qualifier tous les états de fonctionnement, ce qui est assez compliqué. Pour ce qui en est finalement de la mise en œuvre, Leslie sait agréger toutes les données disponibles sur une machine pour peu que ce soit une série temporelle. Donc on va avoir de la pression, du couple, de la vitesse, des forces, de la vibration. On va fusionner tout ça et on va simplement dire à Leslie, voici l'état de référence. Et dans finalement la vie de la machine, elle sera capable de dire, bah là il y a un nouvel état, je ne le connais pas, dites-moi ce que c'est. Bah là il y a un état qui vient d'apparaître, vous m'avez déjà dit ce que c'est, et donc voilà ce que vous avez fait la dernière fois que cette défaillance est apparue. Du point de vue indicateur, on va être sur 3 steps. Et là, c'est très important pour moi de présenter ce slide, parce que pour tout le monde, la maintenance prévisionnelle, c'est dites-moi combien de temps il me reste avant qu'une panne ne survienne. Et c'est quasiment là où on attend toutes les solutions. Je ne sais pas s'il y a un acteur du marché qui a pu, de manière répétée, être fiable sur le même système et les mêmes conditions de fonctionnement en termes de durée de vie résiduelle. Je ne sais pas. En tout cas, nous, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore pu avoir une répétabilité fiable à 100%. Et sur cette approche, nous proposons 3 niveaux, plutôt deux niveaux, avant d'arriver au 3e niveau, qui est la durée de vie résiduelle. Le premier, c'est la détection. On va détecter une défaillance grâce au score de Leslie. C'est quoi le score? C'est la fusion de tous les paramètres pour faire sortir un seul paramètre qui est le score. Ce score sera quasi nul quand on est dans un état sain, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, le score augmentera. Quand il augmente, Leslie dit que voilà, je m'éloigne de mon état de référence. Donc là, on détecte. Une fois qu'on a détecté, il y a une autre information qu'on appelle les paramètres d'influence. C'est-à-dire quand on a mis en œuvre le courant, la vitesse et la puissance, par exemple, quelle est la data qui porte le plus l'information de la défaillance qu'on en observe? Et là, on va donc apporter cette information de paramètres d'influence qui va plus agir dans la démarche de diagnostic. Finalement, c'est un moyen d'apporter une aide au technicien dans son diagnostic. On va lui dire que sur le moteur A, il y a telle défaillance, je m'éloigne de mon état de référence et le facteur le plus influent, c'est le courant, à tant de %. Lui, parce qu'il est bien formé et il connaît bien les pannes des moteurs, déjà, il a une information sur la source possible de la défaillance du point de vue de la data. Après, les causes terrain, forcément, c'est lui, quand il va inspecter son moteur, qui pourra précisément dire ce qui se passe en réalité, qui implique finalement une dérive importante sur le courant et qui fait en sorte qu'on s'éloigne de l'état de référence. Et le 3e indicateur, c'est la durée de vie résiduelle, où là, par contre, il nous faut avoir au moins une courbe de dérive du score, au moins une, pour pouvoir après discriminer et estimer la durée de vie résiduelle en fonction de l'intervention qui a été faite. Et forcément, plus on aura le score qui dérive, plus précis on sera dans l'estimation de la durée de vie résiduelle. Et la petite précision que j'aimerais apporter, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, quand Leslie met en évidence une défaillance sur une dérive de score, quand on regarde les données, a priori, rien ne se passe. Ce qui veut dire qu'une évolution du score ne veut pas dire que la machine va bientôt être HS. Non, ça veut dire qu'on apporte une information quand les capteurs conventionnels et l'approche conventionnelle disent que tout va bien. Donc finalement, on voit la machine se dégrader, mais les indicateurs conventionnels disent tout va bien. Donc finalement, on a le temps de comprendre et de voir ce qui se passe, et derrière, le temps de pouvoir finalement se préparer et de venir, in fine, une fois que c'est constaté sur la machine, dire à Leslie « Ah, c'est ça,
que j'ai vu, mais je reste quand même en dessous. Donc, tout va bien, j'ai pu anticiper la défaillance. Donc, Leslie, c'est donc une solution Edge Computing qui embarque plus d'une centaine d'algorithmes et qui a 3 services principaux. Le service collecte de data, parce qu'on a développé les principaux connecteurs. Le service de valorisation de la data, qui est typiquement Leslie elle-même. Et le service d'exploitation, qui est la supervision, l'application web qu'on a développée, le Cyclosoft. Nous sommes propriétaires de tous nos algorithmes, de toutes nos interfaces, et c'est nous qui avons développé toute la suite logicielle. Un exemple d'interface, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va surveiller sur la machine les composants critiques, on ne va pas surveiller tout. Donc forcément, il y a une première phase d'étude sur l'équipement où on va d'abord se poser de la question de la criticité des organes et de leur mode de défaillance. Si on peut avoir une AMDEC, tant mieux. On va s'appuyer sur l'AMDEC pour identifier rapidement quels sont les organes critiques et les actions correctives identifiées à mettre en œuvre. Ces actions correctives sont paramétrées dans le Cyclosoft pour pouvoir finalement aider le technicien dans la phase de qualification de la panne. Et sur ce dashboard, on peut identifier en rouge le score de Leslie, qui est la première courbe, où finalement, au début, on est dans l'état de référence. Après, on voit un premier gap où on est sur une première dérive, un état installé, et un deuxième gap où il y a eu une troisième dérive. Typiquement, là, c'est le dashboard de la démonstration que j'ai faite à Karim, où on est sur une vitesse de 25 tours par minute, le système ne vibre pas, on a mis un balourd, on détecte le balourd et on accentue le balourd et on fait une deuxième détection. Quand on regarde les données de courant et de vitesse, on se rend compte que dans les trois zones, a priori, on ne peut pas mettre un seuil. Donc là, typiquement, si on met un seuil, visiblement, rien ne se passe. Mais par contre, le score de Leslie, parce qu'elle agrège le courant et la vitesse, met en évidence le balourd et le balourd accentué. Et on a donc à gauche des compteurs, le compteur du paramètre d'influence du courant et le compteur du paramètre d'influence de la vitesse. Et dans cette détection faite, typiquement, Leslie dit que je suis plus dans mon état de référence, j'ai un score qui tourne autour de 6000 à peu près, et le paramètre le plus influent, c'est le courant, quand la vitesse reste impactée à 6%. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met finalement une masse sur un système tournant, on crée un balourd, donc la matière n'est plus ajustée comme il faut. Ce balourd, on le voit par exemple dans nos véhicules, quand on a quelque chose qui se colle à la roue, ça fait tac, 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 voilà, de manière cyclique. Donc le fait de rajouter une masse sur un système qui tourne à peine à 25 tours par minute, en réalité, on crée une perturbation. Cette perturbation, elle est là, elle est dans le signal, et c'est possible de la mettre en évidence. Et nous, cette possibilité, on l'a mise en œuvre dans nos algorithmes, de telle manière que toutes les perturbations qui vont apparaître dans l'ensemble des données qu'on va analyser, à plusieurs chiffres après la virgule, on va être capable de la mettre en évidence. Donc là, typiquement, ce n'est pas qu'il n'y a pas de panne, ce n'est pas que c'est invisible, mais qu'elle est là, mais il faut juste l'extraire avec les bons outils d'analyse. Et donc, plus haut, on a un tableau récapitulatif où on a la date à laquelle ça s'est passé, le niveau de score et les paramètres d'influence. Donc, en fait, là, on sait suivre en temps réel ce qui se passe et le diagnostic de Leslie. Donc, Leslie dit ce qu'elle observe sur la machine dès lors qu'on le lui a appris. Et si ce n'est pas le cas, elle dit simplement je dérive de mon état de référence, dites-moi ce que c'est. Et la gauche verte, c'est la durée de vie résiduelle. Donc là, typiquement, comme c'est un système qu'on a bien rodé, on estime qu'au niveau du troisième palier de défaillance, il nous reste 20% de temps avant d'arriver au niveau HS de non-fonctionnement. Un cas d'usage réel
sur une machine outil dont j'étais le client, parce que vous savez, ce n'est pas facile souvent de communiquer sur des projets d'intelligence artificielle, surtout quand on est en mode pilote, preuve de concept. Donc là, typiquement, on est sur un temps court de 3 mois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé, donc là, c'est une synthèse des données concernant un outil 2 et une pièce 401. Voilà, on a fait le groupage. Montre-moi ce qui se passe sur ce process depuis 3 mois. Et là, typiquement, ce projet, on a mis en place les Leslie en 1 mois. Et 3 mois, dans la suite les 3 mois qui ont suivi, on a pu déjà identifier les caractéristiques principaux de la machine. La première zone, tout en haut, ce sont les paramètres d'influence. La puissance, le courant et la vitesse, en termes de pourcentage. Et en bas, c'est le fameux score de Leslie et son évolution. Donc, dans cette première zone, on a observé une augmentation rapide du score de Leslie. Forcément, comme Leslie ne savait pas ce que c'était et le technicien non plus, on nous a demandé à quel point votre solution est fiable, parce que là, on reçoit des alarmes qu'on se dégrade, mais nous, a priori, tout va bien, quoi. Et in fine, c'était une défaillance au niveau du graissage de la broche. Et ils l'ont constaté bien après par rapport au capteur de température. Donc, quand le capteur de température a indiqué que la broche n'était plus lubrifiée comme il faut, nous, derrière, en utilisant la puissance, le courant et la vitesse, on a pu la mettre en évidence près de 2 semaines avant que le capteur de température ne voit cette défaillance. Plus haut, on a une caractéristique des paramètres d'influence. Voilà, on voit à peu près que cette défaillance-là, on a la vitesse qui est impactée à peu près à 20% et le courant et la vitesse qui oscillent entre 60 et 50%. Voilà, à peu près. Donc là, c'est une première caractéristique de défaillance. La deuxième zone, on est plutôt dans une usure classique de l'outil. Donc, quand on est en usinage, tout le monde sait que pour qualifier la qualité d'usinage, c'est la puissance de la broche qu'on va surveiller. Nous, avec Leslie, on a mis en évidence qu'effectivement, dans un usinage classique, le facteur le plus influent, c'est la puissance. Par contre, du fait du vieillissement de l'outil, on a le score qui a tendance à augmenter progressivement. Et l'une des caractéristiques d'une usure classique de l'outil, c'est que les paramètres d'influence restent plutôt constants lors de l'usinage, même si on a le score de Leslie qui a tendance à augmenter. La troisième zone, on est sur une défaillance liée à la vitesse. Donc là, typiquement, le paramètre d'influence était principalement porté par la vitesse, où elle a été impactée à près de 80%. Effectivement, dans cette zone, la vitesse de la broche a arrêté de suivre la consigne. Donc là, typiquement, c'est le type de défaillance qui est vraiment propre à la mécanique elle-même. Ce n'est pas vraiment lié au processus d'usinage. Et enfin, la troisième zone, c'est une zone liée à la mauvaise qualité de la pièce, où là, c'est un état qui s'installe, tac, la pièce est de mauvaise qualité au moment de l'usinage. Et dans cette troisième zone, on a mis en évidence la défaillance. Ils ont fait un contrôle de la pièce. On restait quand même dans la zone de tolérance, c'est de l'alésage. On restait quand même dans la zone de tolérance, mais Leslie a montré qu'on dérivait. Donc là, on était déjà en train de dériver. Là. Donc, et ces trois zones-là, c'est quoi le principe? C'est de dire, Leslie identifie les caractéristiques des défauts liés à la broche, des défauts liés au process et des défauts liés à l'usure de l'outil. Donc, on sait les retrouver par rapport aux paramètres d'influence. Par contre, à quel niveau de score faut-il intervenir? Là, c'est l'homme du terrain qui, finalement, sait dire que le score de Leslie, il ne faut pas que ça dépasse tant, sinon, là, en l'occurrence, je serais hors limite. Et cet apprentissage se fait sur une interface où on va avoir
une synthèse du site, de la machine et du composant incriminé, un premier message de Leslie, voilà, qui dit ce que c'est, et la possibilité finalement de qualifier la panne. On va avoir donc un menu déroulant, voilà, dans diagnostic, là, un menu déroulant où le technicien va retrouver finalement les actions types qu'il devrait faire sur ce composant. Parce qu'on a fait une AMDEC ou une analyse fonctionnelle de l'équipement, bah, on sait décrire que ce composant, voici ses modes de dégradation, voici les pannes possibles et voici les actions que l'on fait pour ces pannes. Donc tout ça, c'est notifié dans le Cyclosoft. Et il va donc faire son apprentissage en sélectionnant la défaillance qu'il a observée, en faisant un commentaire et en mettant un niveau de criticité. Il se pourrait qu'on soit dans un vieillissement. Alors, il va simplement dire que moi, effectivement, il y a un caractère qui s'installe, mais j'ai fait mon inspection, ma pièce est de bonne qualité et ma production est bonne. Bon, on va simplement dire à Leslie, ben, considère que c'est sévère. Voilà. Et si derrière, on se rend compte que oui, ça commence à s'user, mais c'est encore tolérable, ben, on va mettre un jaune. Et s'il y a réellement une intervention due à un constat de fait, ben, on va mettre rouge. Et quand on enregistre, ben, on a fait l'apprentissage de Leslie, qui saura dire la prochaine fois ce qui se passe. Et donc, sur ce cas d'usage, on a donc identifié en moins de 3 mois 3 caractères principaux de fonctionnement en termes de défaillance. Le comportement de la donnée en termes de paramètres d'influence dans chaque type de comportement, et derrière, un niveau de score de déclenchement qui génère finalement des alarmes de notification. En synthèse, Leslie est donc une intelligence artificielle non supervisée, avec une approche particulière qui est la nôtre. L'avantage, c'est une mise en œuvre rapide, avec un auto-apprentissage en continu, et derrière, une anticipation précoce des défaillances. Sur une presse de marque Kaplan, on a pu, par exemple, anticiper des défaillances près d'1 an avant que ce soit perceptible par des capteurs de température. Ce qui implique nécessairement un retour sur investissement rapide, une maîtrise de la disponibilité de la machine parce qu'on voit réellement la panne arriver, et une anticipation de la non-qualité, parce que non seulement on qualifie la mécanique, mais aussi on qualifie le process de fonctionnement. C'est une solution edge computing, ce qui permet de s'affranchir des problématiques de cybersécurité. Et finalement, c'est une solution totalement embarquée qui n'implique pas des surcoûts informatiques. Elle est non intrusive parce qu'on va être capable d'anticiper des défaillances cinématiques en exploitant des données déjà disponibles. Après, quand on va être sur des défaillances de structure, de résonance, ben là, forcément, il va falloir instrumenter avec des capteurs de température, des capteurs de vibration, des capteurs de jauge de contrainte. Donc là, typiquement, nous, le fait d'anticiper des défaillances, c'est vraiment des défaillances liées à la cinématique. Quand il faudra détecter d'autres défaillances, ben, ce sera plus compliqué. Il faudra rajouter des capteurs. Et enfin, c'est une solution ouverte parce qu'on sait enrichir d'autres systèmes existants et on sait s'intégrer aux solutions logicielles du marché. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci. Alors oui, c'est vrai, je confirme. C'était lors d'un Global Industrie où j'animais des conférences, donc j'avais pas beaucoup de temps. Et pendant la pause, je lui ai dit, écoute, j'ai 3 minutes. Et il a commencé en 2 minutes. J'ai dit, OK, c'est bon. C'est une solution qui est bien présentée. Alors si je résume, mais avec un très très fort taux de compression. En fait, Leslie, c'est, je suis dans ma voiture, je suis capable de dire, tiens, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Il y a un bruit qui n'est pas comme d'habitude. Je ne suis pas capable de le qualifier. Par contre, je suis capable de dire, c'est pas comme d'habitude. Et bien, en fait, c'est ce que fait Leslie. C'est-à-dire que Leslie dit, par rapport à une référence, il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, il y a quelque chose. Une fois que moi, en tant qu'expert, j'ai posé mon diagnostic, je vais renseigner Leslie en lui disant, c'était ça. Et la fois d'après, elle sera capable de me dire, c'est probablement ça.
J'ai bien résumé? De manière C'est très fort. compressée, Très fort. on va dire que c'est ça. Voilà. Et donc, c'est effectivement une solution qui marche très bien. En plus, elle est non invasive, hein, puisqu'il n'y a pas besoin de capteurs supplémentaires. On va se repiquer sur l'automate. Voilà. Donc, je me tais. S'il y a des questions, oui. Oui, bon, allô, oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, je trouve ça très intéressant. Moi, je vais avoir deux questions. La première, c'est comment je pourrais dire ça? Moi, ce qui me pose problème avec l'apprentissage non supervisé, c'est que vous parlez beaucoup de l'état de référence, mais comment vous êtes capable de qualifier que l'état de référence est vraiment le bon, en fait? Et que, par exemple, les défaillances ne sont pas tout simplement déjà existantes. Ça, c'est ma première question. Et donc, quel est votre travail d'analyse pour vous assurer que l'état de référence est considéré comme un état de fonctionnement conforme Nominal. et nominal, parce que du coup, en fait, vous basez toute votre analyse sur cet état de référence. Et si par défaut il est biaisé, bah forcément, votre analyse derrière est forcément biaisée également. Et ma deuxième question, elle concerne, donc toujours sur le principe de cet apprentissage non supervisé, forcément, vous ne labellisez pas, en fait, en tout cas dans un premier temps, vous ne labellisez pas en fait les défaillances qui peuvent survenir, et du coup, quelle légitimité en fait vous arrivez à avoir auprès des opérateurs qui vont probablement avoir un certain nombre de soit faux positifs, soit énormément d'alertes, pour lesquels ils vont pas forcément être capables de caractériser en fait cette probable défaillance, qui, comme vous l'avez expliqué dans un exemple, est arrivée peut-être 2 ou 3 semaines plus tard avec l'histoire de graissage. Du coup, en fait, ça a tendance à pouvoir décrédibiliser la solution, jusqu'à ce qu'il y ait la preuve de concept que effectivement, bah, oui, elle a fonctionné. Et du coup, comment vous gérez en fait cette problématique-là, qui, à mon sens, est aussi une des problématiques des apprentissages non supervisés? Vos deux questions sont totalement pertinentes. La première, c'est aujourd'hui, les machines qu'on retrouve à l'instant T dans les usines sont quasiment toutes bonnes. Donc, c'est des machines fiables qui coûtent cher et qui, normalement, fonctionnent bien. Voilà. Donc, quand on arrive dans une usine, certes, la machine est critique, mais à l'instant T, la production est bonne. Donc, si la production est bonne et s'ils ne s'en plaignent pas, on va supposer qu'on est dans un état acceptable. Donc, c'est un état réputé sain. Ce n'est pas un état sain en disant que ça sort à peine de l'usine. Et même si on disait ça, ce serait faux. Parce qu'en fait, quand on démarre nos véhicules, en réalité, ils n'ont jamais tourné et ils n'ont jamais roulé. Mais il y a des fois où, au bout de 5-10 kilomètres, il y a une défaillance et on ramène la voiture au garage. Donc, la notion d'état de référence absolu, en vérité, n'existe pas. Mais par contre, état de référence accepté parce que je suis satisfait et je ne fais pas de la surqualité, mais ma production est bonne, ça, on peut conjointement ou conventionnellement se dire que bon, ça va faire 3-6 mois que ma production est bonne, j'aimerais garder cette signature-là. Voilà, je ne veux pas que ça change. Donc ça, c'est la première réponse. Après, sur la notion, finalement, de qualification et d'apprentissage, la réponse est presque philosophique. C'est-à-dire, à quel moment, finalement, déjà, qui est responsable de quoi? C'est-à-dire, laisse l'idée qu'il y a une dérive. Si le mec n'arrive pas à la qualifier ou la qualifie mal, qu'est-ce qui se passe? Philosophique, peut-être même juridique, quand c'est... Voilà. Ça, c'est un premier point qui est assez compliqué. Mais in fine, nous, on a un engagement, c'est sur la mesure physique. C'est-à-dire, on sait dire que là, on n'est plus dans l'état de référence. On sait dire où est-ce que ça se passe. On sait dire quelle est la donnée qui est la plus influencée. Ça, c'est sur quoi nous, on s'engage. Par contre, sur le diagnostic, là, forcément, c'est là où la limite de Leslie se fait, quoi. C'est-à-dire, si le technicien n'est pas assez compétent pour pouvoir... Non, on ne va pas dire ça. Si le technicien n'a pas assez d'informations, voilà, n'a pas l'expérience ou la connaissance requise à l'instant T pour pouvoir identifier la défaillance, on est obligé d'attendre, voir ce qui se passe. On est obligé. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que quand Leslie dit que ça ne va pas, normalement ça va par rapport aux solutions classiques. C'est-à-dire que si le mec a l'habitude de surveiller la température
et il doit réagir si la température dépasse un certain seuil. Nous, on va lui dire ce qui se passe quand on est en dessous de ce seuil. Donc, en soi, il n'y a pas de gravité en tant que telle, parce que l'approche classique de maintenance conditionnelle reste quand même le garde-fou de tout ce qui se passe en dessous que Leslie pourrait dire. Donc, c'est ce qui implique finalement que nous, en tant qu'offreurs de solutions, on réfléchit depuis des années à proposer une solution et non un service, c'est-à-dire voilà, un produit, mais ça reste quand même des projets collaboratifs. Hein. Donc, on ne va pas partir dire voici le boîtier Leslie, ça marche, on part. Non, il y a un accompagnement, il y a un suivi, on travaille ensemble pour capitaliser la connaissance. Une dernière, parce qu'il y en a un qui en a 30. Bonjour et merci pour votre présentation que j'ai trouvée très intéressante. Votre présentation m'interpelle particulièrement parce que moi, dans l'entreprise dans laquelle j'effectue mon apprentissage, on a essayé de mettre en place une solution pour faciliter les procédés de production. Et donc, on a développé via Microsoft, la plateforme Power, une application qui permet de collecter les données. Et lors de des premiers tests, on s'est vite rendu compte que lorsqu'il y avait une défaillance du réseau, on perdait immédiatement nos données. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à votre application pour pouvoir récupérer les données lors des défaillances du réseau interne de l'entreprise. Notre solution, c'est une solution vraiment machine-to-machine directe. Donc, en fait, le PC est connecté au réseau machine. C'est comme s'il était connecté directement à la machine. Donc, en fait, on est vraiment dans le réseau machine et non dans un autre réseau. Puis après, la question de connectivité, justement, sur ce réseau-là, c'est à peu près la même question quand on rajoute des câbles et on tire des câbles pour des capteurs. C'est-à-dire, quand le capteur qui doit surveiller la machine est défaillant, ou quand le câble qui doit transporter de la donnée est défaillante, finalement, comment on fait, in fine, pour surveiller? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution parce que la grosse hypothèse, c'est que le réseau est opérationnel, quoi. Donc voilà. C'est comme aussi les perturbations électromagnétiques. Quand le câble de blindage qui lie le variateur à la broche n'est pas bien blindé, ça crée des perturbations électromagnétiques qui faussent totalement l'analyse. Et là, nous, on n'a pas la main sur ça, quoi. Donc, on suppose que les seules dérives de défaillance sont vraiment soit mécaniques ou liées au process, mais que tout autour est fiable. Le réseau, les variateurs, voilà. Sinon, in fine, la valeur qu'on cherche à apporter, forcément, vous l'avez vu, n'existe pas parce qu'en amont, le système même est défaillant, quoi. Okay, merci. Donc, une toute dernière. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. Donc, vous avez évoqué aussi le fait que l'application permet de changer l'état de référence par apprentissage. Moi, ma question, c'était à partir de quel moment l'application décide elle-même de changer cet état? Est-ce qu'elle est basée sur quoi et sur quel algorithme? Est-ce que c'est une recherche de voisinage ou c'est quel algorithme sur lequel elle est basée pour qu'elle décide de changer l'état de référence? Leslie, ce qu'elle va faire en première intention, c'est qualifier un état de référence. Voilà. Cet état de référence, on peut le faire de deux manières. Soit de manière manuelle, c'est quasiment ce qui se passe. On va usiner, par exemple, une pièce, on va produire quelque chose, on va ajuster les paramètres et dire à Leslie, je viens de rentrer mon premier process ou mon premier produit, et ça s'est bien passé. Tu prends cet ensemble de données comme étant un état de référence, ou de manière automatisée, on va simplement dire à Leslie, si il y a un process ou un programme que tu vois passer, que tu ne connais pas, tu te mets automatiquement en mode apprentissage sur une période qu'on définit en cahier de charges, c'est-à-dire on étudie le système et on va dire que ça, en 1 heure, 3 heures ou une journée, on a assez de data pour faire l'état de référence. Il y a quand même une phase d'étude qui est faite. Et par la suite, dans la durée de vie de la machine,
on peut qualifier un fonctionnement en disant que prends-le aussi comme un état de référence. Donc, on a le vrai état de référence de départ et on a un vieillissement qui peut se faire et on va lui dire que ça, j'accepte. Donc, voilà. Donc là, c'est simplement rajouter dans l'espace de référence un nouvel espace qu'on va considérer comme ça. Mais, je sais pas, voilà. Après, du point de vue algorithmique, c'est un peu compliqué de discuter de ça là. On pourra éventuellement en discuter, mais c'est bien particulier, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Darcy. Je t'en prie. Il faut l'applaudir.